En avant, Match. numéro 71. Ça y est, on est en train de basculer. Là, on s'approche des Pas 100. loin, hein. Gaëtan, ça sera pas cette saison, hein. Ça sera un petit peu plus tard. Mais donc, avant ce Montpellier-Guingamp, ça fait très longtemps que Guingamp n'est pas à Montpellier, n'était pas allé à Montpellier. C'était euh, quelques jours après la finale de la Coupe de la Ligue 2019. Des mots de tête horribles, tu sais, la gueule de bois. Mais c'était pas pour de Aïe, bonnes aïe. raisons qu'on avait la gueule de bois et des fêtes 2-0 sans exister, des Guingampais de Gourvenec à cette époque-là. Autre époque, c'est un Guingamp qui va arriver lancé à Montpellier, 3 victoires consécutives pour Guingamp sans prendre de but dans ce début d'année 2026. Gaëtan, juste avant d'entrer dans le vif du sujet de cet en avant-match, on va pas bouder notre plaisir, on va réécouter le Bien but sûr. d'Amadou Samoura. C'était samedi dernier contre le leader troyen. De Moncy qui a trouvé le retrait pour Samoura et un but Guingampais à l'ouverture du score. Un but 100% recrue hivernale de Moncy, passeur pour Samoura, buteur et pour sa première à Oudourou Samoura qui fait chavirer le stade. Guingamp mène 1-0. Ça va, t'es remis de tes émotions, on est bon? Ouais, c'était bien, c'était sympa ce but-là, ce dénouement, le match dans sa globalité, la deuxième mi-temps surtout. Ouais. Mais voilà, de voir Guingamp capable de battre le leader, d'enchaîner une petite série, de pas prendre de but, plein de choses qui avaient un peu manqué sur la fin d'année 2025. Donc c'est bien de pouvoir retrouver ça là. Et je voulais te poser une question parce que je me suis fait 2-3 fois la réflexion pendant la deuxième mi-temps contre Mhm. 3. J'ai eu des flashs de la saison 2012-2013 où on avait eu des matchs le samedi après-midi contre Nantes ou contre Nîmes aussi, je crois, il y avait eu un Ouais, contre Nîmes. 3-0 où Oui. il y avait une force qui se dégageait de l'équipe. Alors, je vais tout de suite peut-être arrêter le jeu des comparaisons. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément monter en Ligue 1, mais autant il y a eu des matchs sur la première partie de Ouais. saison où on sentait qu'on allait se faire avoir. Exemple, le Guingampo 2-2, où on sentait la Oui, chose oui, oui. inéluctable arriver. Là, je suis pas sûr qu'on ait tremblé dans cette rencontre-là. En seconde Non. période, je te parle. Première mi-temps, on a vu les qualités de Non, l'Estac, parce mais il que y a une force qui finalement, s'est dégagée de l'équipe. ouais, 3 n'a pas réussi à prendre la mesure de l'adversaire, donc de Guingamp sur la deuxième mi-temps, comme il l'a fait en première mi-temps. En première période, oui, il y a eu une maîtrise troyenne, ça s'est installé petit à petit. Les situations, parce qu'il n'y a pas eu non plus des tonnes d'occasions, mais les situations sont arrivées, avec 2 grosses occasions quand même, celle de Ripard, celle de Flipono. Mais en deuxième mi-temps, bah, on n'a pas retrouvé cette équipe-là, cet allant-là du côté de Troyes. Alors, il y a eu une occasion pour Ben Tayeb hein, qui est passé à côté. Mais en fait, moi j'ai surtout bien aimé les attitudes de Guingamp dans le côté je m'arrache pour arracher le moindre, Mm. enfin pour gratter le moindre ballon. Sissoko qui va faire un tacle le long de la ligne de Sissoko à touche. droite souvent, hein. Il arrivait avant Ouais, son ouais. vis-à-vis. Ouais. Ah ouais, les ailiers, on en parlera tout à l'heure, qui ont aussi beaucoup donné. Vraiment cette grinta là qu'on n'avait pas toujours vu sur un Guingamp parfois un peu ronronnant, qui faisait pas forcément le petit effort supplémentaire. Bah là, oui, là, il y était, ce petit plus, et c'est aussi ce qui a permis de contrecarrer un peu les plans troyens, puis surtout de conserver le but d'avance, parce que on avait vu souvent Guingamp mener cette saison, et pas toujours garder son avantage au score. Donc là, c'est une bonne chose face à une équipe de ce calibre-là aussi, puisque Mm. les 2 précédentes victoires, face à Boulogne et Nancy, qui jouent plutôt le maintien, qui sont dans une période difficile, etc. Bon, c'était bien, très bien, mais il fallait aussi être capable de confirmer un petit peu face à une équipe du haut de tableau. Là, Guingamp l'a fait. Avec un troisième clean sheet consécutif, c'est notre premier thème, avec un coaching impactant, en tout cas des entrants Oui, impactants. On peut parler de coaching parce que voilà, des fois on se dit peut-être quand il se trompe ou autre ou quand ce n'est pas impactant. Là, il faut insister dessus. On va insister aussi sur le calendrier des Guingampais parce que là, contre 3 en avant, à démarrer une série face à des concurrents directs, ou en tout cas des équipes qui sont juste au-dessus ou juste en dessous et qui sont des prétendantes au haut de tableau et pourquoi pas au barrage. On va justement parler de Montpellier, le prochain adversaire d'en avant. Un point sur cette nouvelle journée de Ligue 2. On s'intéressera aussi aux féminines d'en avant, en D2. Et puis,
Il n'y aura pas de quiz aujourd'hui entre nous, mais on va revenir un petit peu tout de même sur la super soirée que nous avons vécue le week-end dernier du côté du Brit Hotel Confort de Guingamp avec le seul et unique Christophe Carbrat. Évoquons d'abord ces clean sheets, ces 3 matchs sans prendre de but. Guingamp qui nous a fortement déçus par son animation défensive, très souvent cette saison, en avant qui n'était il n'y a pas si longtemps encore la pire défense du championnat. Mais là donc, 3 matchs sans encaisser de but. Gaëtan, comment, à ton avis, on en est arrivé là? Je te propose qu'on écoute tout de suite Sylvain Ripoll, parce que ça peut être le point de départ de tout ça. Les acteurs d'abord. On va écouter Kalidou Sidibé et Sylvain Ripoll qui, pour le milieu de terrain, revient sur l'attitude générale du match et le coach qui, lui, revient plutôt sur justement cet aspect défensif en particulier. Ouais, je pense que voilà, début de saison c'était compliqué, comme je vous ai dit. Mais voilà, on est resté dans le travail. Et ceux qui n'étaient pas trop dans le travail, on s'est bien mis dans le travail. Et je pense que là, on est bien. Là, il faut continuer comme ça les 3 derniers matchs. Pas de but encaissé, si je dis pas n'importe quoi. 3 victoires. Donc je pense qu'il faut continuer comme ça. Et je pense qu'on va rester en haut. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience collective. On vient de faire 3 matchs, on a pris 0 but. On avait la pire animation défensive, je préfère dire ça, de Ligue 2. Sur la phase aller, et je pense que tout le monde a pris conscience que ça pouvait pas durer et qu'il fallait aller chercher des pourcents en plus, mais quand chacun va chercher des pourcents en plus, à la sortie ça fait un beau package. Donc ça nous garantit pas tout, mais ça nous permet d'être plus solide et puis de faire valoir nos qualités comme par séquence sur ce match-là. Voilà, il le dit, Sylvain Ripoll, la prise de conscience. Alors, c'est difficile de mesurer ça, la prise de conscience, à quel degré, qu'est-ce que ça change d'avoir pris conscience. Mais je pense qu'effectivement, cette prise de conscience-là, elle est corroborée par ce qu'on disait juste avant, les attitudes d'aller gratter ces ballons, d'avoir ce petit plus que Guingamp ne fournissait pas toujours avant. Alors, peut-être aussi parce que en face, c'est l'équipe qui imprègne un rythme quand même assez important sur ce championnat, qui marque beaucoup de buts. Et peut-être qu'effectivement, face aux Troyens, il y avait aussi une sorte de concentration un peu supplémentaire. Mais il n'empêche que les 2 matchs précédents, contre Nancy, contre Boulogne, on n'a pas vu un Guingamp être chahuté non plus défensivement. Ce que je remarque quand même, c'est que Guingamp a très très peu concédé sur ces 3 matchs-là. Contre Boulogne, et même contre Laval, même s'il y a eu la défaite qui a fait mal à la tête, Laval n'avait pas eu beaucoup d'occasions non plus. Donc voilà, c'est Boulogne, très peu d'occasions. Nancy également. Nancy, je crois qu'il y en a surtout. Enfin, la plus grosse des Nancéens, je crois que c'est le sur coup de pied arrêté. Voilà. Pour ce qui est de Troyes, il y en a eu un petit peu plus, mais ça n'a pas été un raz-de-marée non plus. Donc c'est une équipe qui concède moins de buts, mais qui est peut-être moins exposée aussi. Et si elle est moins exposée, c'est lié notamment aux attitudes des uns des autres. Au milieu, où je trouve aussi que c'est plus coordonné peut-être. Et vraiment, j'insiste moi sur l'impact des ailiers que j'ai trouvé très bons dans ce rôle-là aussi défensif. Qui alors, certes offensivement, en ce qui concerne les 2 titulaires, Hoth et Sagna, n'ont pas existé énormément. Un peu plus Sagna que Hoth, mais on ne les a pas vus énormément en posture offensive pour mettre du déséquilibre chez l'adversaire. Par contre, défensivement, ils ont beaucoup donné et ils ont été très attentifs, concentrés. D'ailleurs, à chaque fois que le jeu basculait d'un côté, l'ailier venait jouer le rôle quasiment de latéral. Hein. Ça composait parfois une ligne de 5 quasiment parce que ça fermait les espaces dans les couloirs. Et voilà, ça a fermé énormément d'espace aux Troyens. Les ailiers ont aidé les latéraux, et les latéraux qui étaient parfois en difficulté aussi cette saison, se sont retrouvés dans une posture un peu plus confortable, quoi. Il y a une raison aussi qu'il faut évoquer dans la meilleure tenue défensive. C'est vrai que ça ne s'est peut-être pas ressenti tout de suite avec notamment le 3-0 contre Annecy, mais c'est l'installation durable de la charnière qui était amenée à faire toute la saison. C'est Gomis Nahir. Bien sûr, c'est super important d'avoir toute l'animation collective défensive dont tu parlais, mais ça part aussi d'un socle. Ça part de cette charnière centrale Gomis Nahir qui donne très peu de choses à ses adversaires. Et là, on sent que Nahir, qui a peut-être eu quelques petites difficultés, on se souvient à Amiens de 2-3 petites étourderies, etc. C'est pas facile, après 3 mois d'absence, de retrouver le rythme tout de suite. Là, on sent qu'on retrouve le Nahir qu'on a adoré la saison dernière. Et forcément, ce socle-là, on l'a vu aussi ces dernières années, quand en avant arrivait à s'installer avec Lemonnier, Gomis, en avant on prenait plus beaucoup de buts.
Donc ça aussi, c'est une des raisons qui fait qu'en avant multiplier le clean sheet. Et puis, même si il n'est pas très sollicité, je trouve Ortola beaucoup plus pertinent depuis son retour de blessure que sur ses premiers matchs de la saison. Il diffuse pas la même impression. Il nous l'avait dit dans un en avant-match contre Dunkerque où il était blessé, qu'il n'était pas satisfait de son début de saison. Je trouve que là, il envoie des signaux plus positifs dans le but, même s'il y a eu Bartouche-Selbonne à Nancy, on le rappelle. Mais voilà, et encore une fois, Bartouche-Selbonne plus Ortola, finalement, ce sont deux gardiens qui ont été aussi, là, sur l'espace de 3 à 4 matchs, beaucoup moins exposés qu'ils ne l'ont été sur la première partie de saison, où les occasions... alors, Guingamp concédait pas forcément 10 occasions par match, mais il y avait quand même des sacrés temps faibles concédés par Guingamp. Là, il y en avait moins, et c'est vrai que finalement... je suis assez d'accord avec toi sur ce côté de ce qu'il dégage est peut-être plus serein pour tout le monde. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment d'intervention réalisée. Finalement, je trouve que le meilleur match d'Ortola depuis son retour de blessure, c'est son premier, je crois, à Rodez, où il prend 2 buts, mais où il en sort pas mal. Il en sort pas mal, ouais. Peut-être que c'est aussi le match déclic un petit peu qu'il cherchait dans ce début de saison. On écoute à nouveau Sylvain Ripoll. Ouais, Sylvain Ripoll qui va revenir donc. Effectivement, on en parlait il y a un instant des ailiers, de l'implication des ailiers. Écoutez les coachs guingampais. En tout cas, il y a des choses qui sont rentrées, des choses sur lesquelles on travaillait depuis quelques temps. Il ne faut pas oublier quand même qu'à part Amadou Sagna, tous ceux de ce secteur de jeu-là ne sont arrivés qu'il y a 5-6 mois. Et que tout ça demande un petit peu de temps. Et quand on rajoute des principes qui commencent à s'ancrer avec une vraie mentalité pour les appliquer, on a plus de chances d'être efficace. Voilà, des ailiers qui effectivement, hormis Sagna, n'étaient pas là l'année dernière. Donc c'est aussi tout un chambardement à ces postes-là, droite et gauche, qui a dû être opéré. Et puis l'adaptation des uns des autres, on en parle souvent. Voilà, peut-être qu'arrivé à mi-saison, la période d'adaptation est passée et en avant on va se diriger vers une deuxième partie plus conforme à ses attentes et à ses exigences. En tout cas, à Guingamp, grâce à cette belle série de 3 victoires sans prendre de but, c'est complètement replacé dans la course. Alors, ça n'a pas été un bond de place au classement, mais ça a été un rapproché en termes de points pour les Guingampais. Quelque chose qui permet de faire la bascule sur notre deuxième thème de cet en avant-match numéro 71, c'est le coaching et surtout, c'est que l'on a l'impression sur les derniers matchs qu'il y a une équipe qui commence, il y a une équipe qui finit. C'est vrai que tu en parlais, Amadou Sagna et Gauthier Hoth, qui ont démarré tous les derniers matchs, ne sont peut-être pas les joueurs les plus visibles offensivement, les plus impactants par leur dribble, par leurs gestes décisifs. Mais on a l'impression que ce sont eux qui font le sale boulot au début et qui permettent aux autres de briller. En tout cas, vu les faits qui se sont passés sur ces matchs, et notamment les entrées tonitruante et super impactante de Samoura et de Bemba samedi contre 3, on a l'impression que ça a été construit comme ça. On fatigue l'adversaire et boum, tu as les 2 fusées qui arrivent. Bemba, je crois que c'est peut-être son... Alors, malheureusement, en termes d'impact, il y a eu son carton rouge très bête en fin de rencontre. Ouais. Mais c'est peut-être son meilleur match ou son meilleur bout de match depuis qu'il est arrivé. Oui, finalement, et on sent que Guingamp procède un peu sur peut-être sur la première heure de jeu, une phase préparatoire pour faire basculer les choses après. Je trouve le match face à 3 que ça ressemble beaucoup, sur certains aspects, au Guingamp de Dumont, qui notamment sur la première année de Dumont, qui construisait ses matchs, qui souvent faisait basculer les choses après l'heure de jeu. À l'époque où Franz Di Piero marquait régulièrement, il pouvait y avoir des buts en première mi-temps, évidemment, mais la décision basculait souvent après l'heure de jeu parce que Guingamp avait, pendant 45-60 minutes, une manière de construire ses matchs, de fatiguer l'adversaire, de poser ses jalons, de s'installer dans la partie. Et puis, au moment peut-être où l'adversaire pensait parvenir à canaliser Guingamp, à faire mal à ce moment-là. Et là, c'est arrivé un petit peu comme ça aussi, où 3 a pris la mesure de Guingamp en première période, aurait pu mener au score. Et Guingamp, en étant plutôt appliqué, concentré, presque scolaire sur la première période, notamment défensivement où fallait pas laisser de trop d'espace aux Troyens et à Ifnaoui, pas Bentaïeb n'était pas titulaire, mais de Tourbet de l'autre côté, Adeline aussi en soutien de Ripard. Une fois que cette phase-là est passée,
on a senti un Guingamp se libérer en deuxième mi-temps et effectivement, derrière, croquer son match à pleines dents et aller marquer ce but-là après l'heure de jeu. C'est ce qui s'est passé à Nancy aussi, hein. Les 3 buts viennent Nancy assez tard, également. Ouais, finalement, Nancy dans le aussi, match, ouais. alors que Même si c'est Nancy, vrai il y qu'on avait eu plus de situations, d'occasions nettes avant. Il y avait eu le face-à-face de Mafuta, il y avait eu 2-3 centres très dangereux en première mi-temps qui auraient pu amener à l'ouverture du score. Mais c'est allé de la même manière. La différence peut-être avec Nancy, c'est que bon, 3 était plus costaud quand même, quoi. Oui. C'était d'un calibre supérieur. On écoute justement Sylvain Ripoll en zone mixte samedi après la victoire contre 3 sur l'impact des entrants. Il y a eu des moments, ça a pu être le cas, mais là, c'est vrai que c'est très marqué, notamment sur les 2 derniers matchs. Après, vous savez, c'est toujours lié, quoi. Je veux dire, quand on rentre au bout d'1 heure du jeu, l'adversaire est aussi plus fatigué. Il y en a qui ont fait le boulot avant, mais c'est sûr que ceux qui rentrent en ce moment montrent clairement qu'on peut compter sur eux. Et pour moi, il n'y a pas de rang établi entre rentrants. Voilà, je pense que c'est des garçons qui sont à même de démarrer aussi. Mais ceci étant, ils savent profiter certainement de l'état de fatigue avancé peut-être d'un adversaire pour mieux les piquer. Et ça, c'est important. Il faut avoir des joueurs comme ça, bien sûr. Et pour corroborer tout ça, avant de clore ce thème, il suffit de regarder les statistiques. Souvent, on les utilise pour illustrer un fait. Et bien là, c'est le cas, puisque regardez les 3 équipes qui marquent le plus grâce à leurs remplaçants cette saison. Grenoble, 8 buts. Et juste derrière, Guingamp et Annecy avec 7 buts. Un petit peu dans le détail, on a eu dès la première journée Louis Mafuta qui venait d'arriver, qui n'était pas titulaire. C'est Siwe qui avait débuté et Mafuta avait marqué contre Le Mans. Le seul match où 2 entrants ont marqué, c'est à Saint-Étienne, où Darline Landu et Tanguy Ailé ont permis à Guingamp de faire basculer le match en fin de rencontre et d'asseoir la victoire. Stanislas Kielt a marqué aussi 2 fois en tant que remplaçant, sauf qu'effectivement, ses buts sont moins impactants que Samoura, puisqu'il a marqué le but du 5-2 à 3 et le but du 2-1, de la défaite 2-1 à Rodez. Par contre, effectivement, Samoura réussit des débuts assez invraisemblables. But et passe décisive à Nancy. But ici sur, je crois, son premier ballon, au bout de 2 minutes 45 de jeu. Et ça, alors... Déjà, il nous rappelait Ladislas Douniama par son gabarit, sa petite taille. Il est même encore plus petit que notre doudou national. Mais Ladislas Douniama avait aussi rapidement marqué lorsqu'il était revenu en janvier 2013, l'année de la montée. Alors, on souhaite le même parcours pour Samoura et cette équipe cette année, mais il se passe un truc. Il se passe un truc dans ce début d'année 2026. On l'avait vu avec Souaib Nahir à Nancy qui nous avait dit que l'équipe avait parlé durant cet hiver, qu'il s'était remobilisé. Maintenant, ça dépend toujours des faits sur le terrain parce qu'on connaît trop l'irrégularité de cette équipe. Peut-être que dans 3 semaines, on dira tout le contraire. Mais peut-être. En tout cas, cette thèse est accréditée par ses premiers matchs. Il se passe un truc. Ouais, c'est ça. Puis les choses sont peut-être en train de rentrer dans l'ordre. Tu parlais de la charnière centrale qui, ça y est, la charnière attendue est en train de s'installer avec le retour de blessure de Nahir. Avec du talent apporté aussi dans l'entrejeu suite à la blessure d'Emia, de Moncy qui arrive. Voilà, en termes de talent, on est sur quelque chose d'assez équivalent quand même. Très bon joueur de Ligue 2, un vrai pied, etc. Un buteur qui se révèle là aussi au fil des semaines quand même avec Louis Mafuta. Des entrants très impactants et surtout, peut-être que, enfin surtout, et notamment aussi, le fait que le mercato d'hiver permette d'avoir des satisfactions immédiates. Parfois, alors pour De Moncy, c'était attendu immédiatement parce que c'est un prêt de 6 mois, donc évidemment, faut pas attendre plus pour s'illustrer. Pour Samoura, on pouvait se dire que c'était aussi en vue de préparer la suite. Mais finalement, il amène tout de suite des réponses positives. Est-ce que ça durera? Il y aura peut-être aussi effectivement une baisse de régime à un moment donné, mais en tout cas, ce sont des recrues qui, sur leur premier match, apportent tout de suite de Moncy décisif sur ces 3 matchs. Buteur, passeur. Donc voilà, il y a aussi ce petit plus qui arrive. C'est peut-être un lien à faire avec ce début d'année 2026 qui réussit au Guingampais. Un des critères qui amène Guingamp à ces 3 victoires de rang. Voilà donc pour ce coaching payant, ces entrées impactantes dans ce Guingamp début 2026. Et heureusement que les planètes s'alignent ou que les feux passent au vert parce qu'on rentre dans une partie de saison peut-être pas décisive ou capitale, mais importante parce qu'en avant et dans la course au moins au play-off
et va affronter sur le mois à venir, Gaëtan, quasiment tous ses concurrents directs. Ouais, c'est ça. Celui qui paraît l'être le moins finalement, c'est peut-être Montpellier, parce que Montpellier est derrière, 4 points de retard, et puis n'arrive jamais vraiment à être dans le coup du haut de tableau. J'ai l'impression que c'est à Montpellier qui ressemble un peu à l'équipe de Guingamp qui était descendue en 2019, hein. Beaucoup de noms quand même de Ligue 2, des Mendy, des Laporte, etc. Mais c'est un peu de mal à prendre, en tout cas pour être très haut au classement. Mais ça reste une équipe avec de très fortes individualités, hein. Bon, Mendy, on en a parlé, Laporte derrière, Savanier, Christopher Julien, voilà, une équipe qui est quand même assez, qui peut être redoutable, qui ne l'est pas toujours, mais qui peut l'être. Et effectivement, autour de tout ça, Guingamp va aussi jouer à Dunkerque dans la foulée, contre Saint-Etienne à domicile et au Mans. Donc ce sont effectivement les 4, 5 et 6e de ce championnat. Alors, décisive, ce virage-là le sera surtout si Guingamp le rate. Si Guingamp le rate, oui, en avant peut être distancé. Si Guingamp, ça veut dire qu'il sera dans le coup. Rien ne sera fait pour la suite, mais Guingamp sera dans le coup. Ce qui compte, c'est de rester au contact. Mais effectivement, s'il y a 3 défaites sur Dunkerque, Le Mans, Saint-Etienne, là, ça pourrait être décisif ou presque parce que l'écart se creusera avec beaucoup d'équipes. Mais voilà, ce qui compte, c'est de rester au contact. Guingamp qui n'a jamais été dans le top 5 quand même depuis le début de la saison, donc ce serait C'est bien pas à un moment grave. donné aussi Ce qui de... compte, c'est de l'être au printemps, les gars. Ouais, c'est de l'être au printemps, mais c'est bien de basculer un peu aussi quand même à un moment donné, Après, de ne pas avoir ce frein psychologique pourquoi, parfois qui peut s'installer. pourquoi Guingamp n'a pas pu s'installer dans le top 5? C'est que Guingamp, alors peut-être que d'autres clubs aussi, notamment Dunkerque qui avait mal démarré, mais Guingamp a presque démarré avec un mois de retard. Ouais, bah Le oui, oui, oui. championnat, les 3 premiers matchs sont pas inutiles, mais le temps que les recrues arrivent, soient impactantes, s'intègrent au groupe, etc., ça a mis Ouais. du temps quand même à prendre forme. Peut-être que c'est dans cette année 2026 et la suite nous le dira, mais Guingamp n'est pas parti de si loin que ça non plus par rapport au top 5. Donc effectivement, Tu on parlais justement verra de un petit peu tout Dunkerque. ça. Dunkerque, c'est une victoire sur les 7 premiers matchs. Quand Mhm. ils viennent à Guingamp, c'est la 7e journée. Ils n'ont qu'une victoire. Et Oui, là, parce si que on juste avant le prend... Guingamp-Dunkerque, on présentait ce match comme les frères jumeaux finalement, qui étaient Ouais, en c'est ça. play-off et qui avaient vraiment eu du mal à carburer dès le début. Une victoire sur les 7 premières journées. Par contre, là, si on prend les 9 derniers matchs, Dunkerque, c'est 7 victoires, 2 nuls. Donc ça montre Ouais. quand même une série assez incroyable. Dunkerque qui sait aussi d'ailleurs trouver un buteur avec Thomas Robinet, hein, Alors attends, qui je est veux à juste 9 buts. préciser un truc. On enregistre cette émission lundi Oui, 17h. Il n'y a pas encore oui, eu le oui, match oui. du lundi. Parce qu'on n'avait C'est pas de vrai, il n'y a pas encore dispo le match cette du lundi. semaine avec nos agendas, donc on a fait plus tôt. Exactement. Mais Voilà. voilà, ça montre une équipe de Dunkerque qui a pris une tournure un peu différente aussi là, au bout d'un mois et demi de championnat. Voilà, ça a mis un peu de temps, mais au bout d'un mois et demi, 2 mois, tout s'est mis en route. Donc voilà, c'est... Ouais, est-ce que Guingamp parviendra à suivre ce tempo-là? Ben, pourquoi pas. Guingamp, en tout cas, est dans les clous Mm. pour, en tout cas, au contact, pour être dans cette zone-là. Et effectivement, c'est pour ça que la série de matchs qui arrive là, va être palpitante, quoi. Palpitante et en plus on a de l'espoir parce que Ouais. souvenons-nous l'année dernière Guingamp qui a terminé 5e du championnat, le meilleur classement depuis la relégation de Ligue 1, perdait quasiment automatiquement Ouais. contre les équipes du top 4. Pas besoin de graphique, c'est simple. Lorient, PFC, Metz, 6 défaites. Dunkerque, nul à l'aller, défaite au retour dans le Nord. La moyenne de points de Guingamp face au top 4 l'année dernière, c'était 0,14. Cette saison, contre les Stacks, défaite, victoire. Red Star, Reims, 0 points. Saint-Etienne, 3 points. Dunkerque, 3. Et Le Mans, 1 point. À 10 secondes près, c'était 3. Sur Ouais. le match aller, c'est 10 points sur 21. Alors, c'est pas énorme non plus, mais c'est plutôt intéressant. Et cette moyenne de points, elle est de 1,42. Comparé au Hmm. 0,14, c'est vrai que c'était difficile de faire plus. Mais en tout cas, cette saison, Gaëtan Guingamp existe beaucoup plus dans les confrontations directes. Et surtout sur les victoires là, il y a très peu de hold-up sur les 3 victoires, 3 Ouais, ouais, Saint-Etienne, ouais. Dunkerque. Ouais, complètement. Complètement. Le match le moins abouti, sans doute des 3, c'était Dunkerque à domicile, Mm. qui avait très bien démarré, mais qui était devenu assez ronronnant, comme pas mal de matchs de la phase aller. Mais il y avait eu effectivement la victoire assez Net. ouais, convaincante, séduisante à Saint-Etienne, hein. C'est vraiment la victoire de la phase aller, certainement, s'il faut en retenir une. Et puis là, la victoire contre 3, forcément,
qui amène de l'espoir, parce Mm. qu'elle est en plus dans une série, donc évidemment que ça redonne du sourire un petit peu à tout le monde et des perspectives. On bascule dans cet en avant-match sur notre adversaire du jour, Montpellier. Et juste avant que tu nous présentes cette équipe, on en a déjà un petit peu parlé. Est-ce que toi, dans ta mémoire infaillible guingampaise, tu as une image qui te revient comme ça d'un Montpellier-Guingamp en Ligue 2? Si t'en trouves pas en Ligue 2, dis-moi en Ligue 1. Moi, j'en ai une, donc Ouais. je peux démarrer si tu veux. Moi j'en ai un, mais vas-y, ouais, moi j'aurais parlé du 2006-2007. Ah bah vas-y, est-ce que c'est pas moi? Et- Vas-y, c'est Ok, pas le même. le 2006-2007, de mémoire, j'avais écouté le match à la radio. Et c'est un match où Guingamp menait 1-0, Montpellier avait pris un rouge, deux rouges, et Oui, c'est Montpellier vrai. avait égalisé. 89e à 9 contre 11, Montpellier avait égalisé. Et Guingamp, bah voilà, c'était le cœur des années 2000, des saisons à n'en plus Roberto finir. Visconti, pour ceux qui étaient au quiz Ouais, samedi. des Voilà. saisons à n'en plus finir dans la zone de relégation sur la phase aller et puis à rattraper le retard sur la phase retour. Bah, c'était Ouais. parfaitement ça. Et Guingamp à 11 contre 9 s'était fait remonter à Montpellier. Donc ouais, s'il y a un Montpellier-Guingamp en Ligue 2 à la Mosson qui me vient, c'est celui-là. Je crois, le premier match sans victoire de l'énorme série sans victoire contre Montpellier, puisqu'on avait gagné 1-0 à l'aller avec Caggiano, et en avant, on Oui, n'avait plus battu Montpellier jusqu'au match aller, au mois de de cette septembre, avec saison. le but Ouais. de C'est dingue, hein. Donatien Gomis. Moi, quelques années avant, pas longtemps, c'est en août 2004. Les deux équipes viennent de descendre Ouais. de Ligue 1, c'est au mois d'août, et déjà, il y avait une image frappante. Alors ça ne peut être touché que moi et les collectionneurs de maillots d'en avant. En avant, avait son maillot blanc, tout neuf. Je me demande si c'était pas la première fois qu'ils le portaient. Ils avaient un flocage blanc. Du coup, on voyait pas ni les noms, Ah oui. ni les numéros. Blanc sur blanc. C'est la seule fois que j'ai vu ça. Légèrement détouré en En noir, noir. non? Ouais, c'est ça. Exactement. Mais on voyait rien. Et Vous voyez rien. Guingamp avait eu énormément d'occasions et en avant ouvre le score en première période par Momouni Dagano. Sauf que ce but-là vient en deux temps. Il y a d'abord une énorme occasion. Je crois que c'est un face-à-face de Dagano qu'il rate. Et là, je pense que plus d'un supporter de Guingamp a un peu donné des petits noms d'oiseaux à notre attaquant burkinabé qui en fait récupère le ballon sur le côté de la surface, il fait le tour de la surface et il fait une frappe de 20 mètres, presque petit filet, mais qui était 1000 fois plus dure que la première occasion qui venait de se créer 5 secondes avant. Voilà, c'était un but en deux temps qui résumait un peu tout. Moumouni Dagano, qui a marqué pas mal de buts avec Guingamp, 21 en 2 saisons, mais qui était aussi très maladroit. Et malheureusement, Guingamp avait fait match nul un partout. Je crois que Talaoui avait une énorme occasion en fin de match. La fameuse saison où Guingamp gagne 0 match à l'extérieur. Moi, c'est ce Montpellier-Guingamp qui me vient à l'esprit quand on parle de la Ligue 2. Vas-y pour nous présenter donc les joueurs de Zoumana Camara qui Oui, étaient dans la shortlist de Guingamp avant Ripoll. ouais, dont le nom avait circulé, c'est vrai. Montpellier, bon, qui a enfin regagné. C'était vendredi à Bastia 2-0. Les Montpelliérains n'avaient plus gagné en championnat hein, depuis le mois de novembre, le 7 novembre contre Annecy à la Mosson. Ils avaient eu une belle série en fait, les Montpelliérains. Bon, ils ont démarré un petit peu comme Guingamp, c'est une victoire, une défaite, un nul, Mm. pas de constance. Mais il y a eu une belle série entre octobre et novembre. Ouais, sur un mois, là, il y a eu 4 victoires, un nul en 5 matchs. Montpellier s'est alors replacé. Et puis derrière, ça a coincé. Il y a eu 5 matchs sans victoire, dont notamment une défaite à Boulogne assez récemment, une défaite à la maison contre Pau, un nul à Grenoble alors que Montpellier menait. Bon, dans tout ça, il y a quand même eu une belle qualification en Coupe de France à Metz, 4-0. Donc Ouais. Montpellier qui est toujours en course en Coupe de France. Et une victoire donc à Ils Bastia, joueront on Nice, disait. je crois. Ouais, ça doit être ça pour les. Oui, à Nice, c'est ça. Mm. Pour les Montpelliérains qui ont donc à la pointe de l'attaque leur buteur Alexandre Mendy. 8 buts cette saison pour. Ah, quoique c'est marqué 6 là. Il me semblait qu'il était à 8. Alexandre Mendy. Ben non, c'est 6. C'est 8, c'était l'année dernière. Oui, c'est ça. 6 buts pour Mendy cette saison. Savanier, évidemment, qui est toujours là. Bon, tireur de coups de pied arrêté notamment. Voilà, c'est un joueur quand même dangereux de cette équipe, hein, qui peut faire mal un peu à tout moment. De l'expérience derrière avec Christopher Julien, Julien Laporte, quelques joueurs aussi qui continuent de s'installer dans cette équipe des plus jeunes. On pense à notamment Fayad au milieu de terrain. Il y a Issoufou aussi devant qui a marqué d'ailleurs le week-end dernier. Un peu plus expérimenté, c'est Mboukou qui est là, l'ancien joueur du Stade de Reims et de l'AS Saint-Etienne. Voilà, une équipe qui a
un mélange de jeunes, de plus expérimentés, qui a quand même sur le papier une équipe très solide de Ligue 2, mais qui a du mal à trouver de la constance dans ses matchs et qui par ailleurs est assez peu spectaculaire si on regarde le nombre de buts marqués encaissés. 20 matchs, 21 buts marqués, 20 encaissés. Ouais. Donc on est sur quelque chose d'assez, je vais pas dire terne, mais voilà, c'est pas tout feu tout flamme. Ça l'est un peu C'est plus à pas Guingamp Guingamp, avec quoi. 32 buts marqués, 30 encaissés. Mais voilà, c'est cette équipe de Montpellier, ça se passe comme ça cette saison. Présentation de cette 21e journée de Ligue 2. On joue le vendredi soir. Donc là, cette fois, il n'y a pas eu les matchs disputés. C'est présenté par Lucie Galu. La 21e journée de Ligue 2 attaque ce vendredi 30 janvier avec 6 matchs à l'affiche qui débuteront tous à 20h. Nos Guingampais se déplacent à Montpellier. Le samedi, à partir de 14h, 2 matchs. Il y aura Dunkerque-Annecy, un match très important pour les Guingampais puisque ce sont leurs concurrents directs au classement. Le dernier match de cette 21e journée sera Saint-Étienne-Boulogne à 20h. Un point sur le classement maintenant, 3 restent premiers avec 41 points, suivis par le Red Star avec 36 points. Reims et Le Mans, eux, sont à 35 points, tandis que Saint-Étienne est 5e avec 34 points. Dunkerque, comme je vous le disais, est juste devant Guingamp avec 33 points. 7e, donc, nos Guingampais avec 32 points, suivi par Annecy avec 28 points. Si on fait un point sur le bas du tableau, Boulogne est 15e avec 20 points. Amiens reste 16e avec 19 points. Laval à 16 points et Bastia à 14 points. Et dernier de ce classement de Ligue 2. Merci Lucie pour ce petit point. Honneur aux dames, du coup, maintenant, dans Oui. cette en avant-match, Gaëtan, avec les féminines qui clôturent la phase allée du championnat. Oui, c'est ça. Ligue 2. Dimanche, elles vont recevoir Le Mans. Les féminines qui, on le rappelle, sont maintenant entraînées par Jérôme Molinier. Depuis son arrivée, il y a eu une défaite à Rodez, une victoire à domicile contre Lille. Et puis 2026 qui a démarré par une défaite à Grenoble. 2-1. Donc les féminines d'en avant sont toujours en dernière position. 4 points seulement sur les 10 premiers matchs de la saison. Et donc cette réception du Mans pour tenter de recoller un petit peu parce que les écarts sont pas énormes. Il n'y a que 5 points de retard sur le premier non relégable. Alors, 5 points de retard quand Guingamp n'a pris que 4 en 10 matchs. Bon, ça paraît quand même important. Mais voilà, on se dit que sur une demi-saison, c'est rattrapable. Les Mancelles, elles, ont 13 points, sont 8e et restent sur une victoire face à Nice. Mais avant ça, ça avait été un peu plus compliqué. Il y avait eu 4 matchs d'affilée sans le moindre succès. Donc bon, on va pouvoir écouter d'ailleurs Jérôme Molinier pour s'intéresser un petit peu à ce Guingamp-Le Mans. Pas facile parce qu'on a une victoire sur 3 matchs déjà. Donc j'aurais aimé que ce soit plus en termes de points. Sachant qu'à Rodez on peut accrocher quelque chose. À Grenoble on aurait pu et dû avoir au moins un point. Maintenant on a ce qu'on mérite aussi. Si on ne les a pas eu, c'est qu'il nous manque quelque chose. Donc on a encore du travail. Encore 7 victoires pour qu'on soit tranquille, ça serait bien. Si on pouvait faire 7 victoires, ça serait génial. Voilà. Et de nul, c'est ce que j'espère vraiment de mieux. Maintenant, peut-être que ce sera un peu moindre. L'essentiel, c'est qu'on en laisse 2 ou 3 derrière nous, quoi. Et sur les victoires, il faudra, pour moi, battre Rodez, Nice, et puis une troisième à voir, Reims, ça serait bien, quoi. Je ne sais pas si c'est à ça que je m'attendais. Si c'est différent, je peux pas dire, je connaissais pas donc je pars de zéro. Jusqu'à présent ça a été. Maintenant je commence à me rendre compte de ce que c'est le milieu féminin, donc il faut que j'arrive à m'adapter aussi. C'est pas évident. Je pense pas qu'elle fonctionne comme nous les garçons, comme j'ai été habitué à travailler. Donc à moi aussi de faire des efforts de mon côté et de faire le nécessaire pour qu'on soit le maximum en phase. Parce que c'est là qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. Elle se pose trop de questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Et nous, chez les garçons, comme je leur disais, on est plutôt des exécutants. Donc voilà, moi j'essaie de mettre une direction, de donner une direction au bateau. Après, il faut qu'elles montent sur le bateau et puis des fois qu'elles apprennent à se laisser porter. Parce que
pourra pas toujours poser des questions ou se poser des questions. Il faut se libérer. Il faut faire confiance au coach en disant ben voilà, on fait ce qu'il nous demande et puis on fonce et si on y va tout en même temps, ça fera le taf. Voilà. La mission va être dure, hein, c'est sûr. Si on avait 3-4 points de plus, je dirais ouais, large, on va pouvoir, je pense, le faire. Peut-être qu'à l'arrivée, ça va se jouer à 1 point, peut-être que ça se jouera la dernière journée, on ne sait pas. Franchement, tout peut arriver. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire une série, quoi. Si on arrivait à enchaîner une série de 2-3, ça nous permettrait de souffler, de redonner un max de confiance à l'équipe. Là, à l'instant, je pense par exemple à l'équipe de Istres en National 2 qui a commencé à gagner et puis là, elles sont en train de tout renverser. C'est parti des matchs de Coupe de France où ils ont tout donné. Donc c'est possible chez les gars, chez les filles. Et ça, la victoire n'a pas de sexe. Voilà, des Guingampais qui vont tenter d'aller chercher une deuxième victoire et une deuxième à domicile cette saison, puisque la première, c'était, on l'a dit, face à Lille, à l'Académie déjà. Allez les filles, allez les Celtic Girls, c'est ça, hein? On Ouais, est c'est d'accord ça. pour ce match ce week-end face au Mans. Pas de quiz entre nous cette semaine. On se repose pour la semaine prochaine avant Dunkerque où il y aura bagarre encore entre nous. Mais on va revenir sur cette belle soirée au Brit Hotel Confort de Guingamp. Super accueil, on les remercie encore, hein, Ouais, Gaëtan. Jean-Marie, Sarah et toute leur équipe, bien sûr. Ouais, merci à tous les présents, les participants et participantes à ce quiz qui a été, honnêtement, de mémoire, l'un des plus relevés qu'on ait jamais eu, avec quasiment toutes les grosses équipes qui étaient là et des nouvelles équipes qui étaient assez costauds aussi, hein. Oui, il y avait du niveau, je crois qu'on a eu le c'est bon, c'est pas bon, peut-être le plus long de l'histoire de nos quiz, hein. Ouais. Voilà, donc ouais, il y avait du niveau, ça s'est rentré un petit peu dedans là, et alors c'était bien sympa. On revient justement sur cette soirée en compagnie de Christophe Bien sûr. Cabrat dans ce petit sujet. Question numéro 6. Quelle équipe a fini à 9 contre 11 contre Guingamp cette saison? Montpellier. C'est bon. Angers. C'est bon. Dijon. C'est bon. C'est bien la dernière pour Thibaut Giresse avec son pied gauche, ça plonge devant le but de Pergis, la tête de Yatamarek, ça Applaudissements. C'est bon. Minsk pour l'équipe 22, c'est bon. Vas-y. Diver. Diver, c'est bon. C'est bon. Guivarch. Varche, c'est bon. Laspal. C'est bon. Vido. Vido, c'est bon. Michel. Ouais. 7. Leroux. Le roux, il joue à la vanne. National. Pro. Non, c'est pas pro la nationale époque de match. Rouen, non, parce que le FC Rouen, ça marche pas. Que Rouen, ça va marcher. Bravo, c'était extraordinaire. Applaudissez-vous. Dans 3, 4 mai 2002, match de maintien en Ligue 1. Il faut citer les joueurs qui ont joué titulaires ou entré en jeu que de Guingamp. Stéphane Carnot, c'est bon. Buteur. Didier Drogba, c'est bon. Florent Malula, c'est bon. Coco Michel. C'est bon. Hakim Sassi. Hakim Sassi, c'est bon. Pierre-Emmanuel Bourdeau. C'est pas bon. Il a un dernier à valider ou... Il a commencé. Ouais, donc non, c'est bon. Du coup. Romain Ferrier, qualifié. Romain Ferrier, c'était bon. Ça va être toi cette fois. Et face. Ok, Lotos. Monsieur Turcoing. Face. Ok, ça marche. C'est l'équipe 22 qui commence. Et le thème, vous allez devoir trouver les joueurs
des deux équipes qui ont joué, soit titulaires, soit entrés en jeu, la demi-finale de Coupe de France 2014, Guingamp-Monaco. Les Guingampais et les Monégasques qui ont participé, soit titulaires ou entrés en jeu. C'est parti pour l'équipe 22. C'est bon. Ça va ça. C'est bon. Diallo. Diallo, c'est bon. C'est bon. Cavrat. C'est bon. C'était là, c'est bon. Jérémy Sarou. C'est bon. Martins Pereira. C'est bon. Rames Rodriguez. C'est bon. Matisse. C'est pas bon. Lionel Matisse n'était pas là. Lionel Matisse n'était pas là. L'équipe 22, grande vainqueur. Toujours sympa et bravo à l'équipe 22, deuxième victoire dans l'histoire des quiz. Après, ils gagnent que les quiz de prestige, hein. Celui en compagnie de Christophe Carbrat et l'année dernière le quiz Coupe d'Europe avec Lionel Matisse, Jocelyn Gourvenec, Laurent Dos Santos, Ladislas Dunyama également qui étaient là. C'était assez fabuleux. Il devrait y avoir au moins un autre événement quiz avant la fin de saison, mais on attend de bien finaliser tout ça pour vous tenir au courant, chers Guingampaises, Guingampais. Bon, mon petit Gaëtan, bon déplacement à Montpellier. Oui. Tu étais déjà allé à Radio Bonheur pour Lorient ou Brest, non, il me semble? Oui, bah, la dernière fois que j'y suis allé, c'était quasiment il y a 3 ans, février 2023, à Montpellier-Brest. Et c'était la première fois que Michel Darzacarian affrontait Brest après avoir quitté Brest la même saison, en fait. Donc on avait eu un petit peu comme Antoine Comboiré quand il avait retrouvé Guingamp en 2019, un coach qui avait... Ah oui, c'était là où le match aller, il y avait eu 7-0, non? Pour Montpellier. Non, c'est l'année d'avant le 7-0. L'année d'avant. Ouais, Montpellier qui a gagné 7-0 à Brest. Voilà, là c'était un petit peu plus tard, mais Darzac était retourné, Darzacarian à Montpellier. Et j'y suis pas allé depuis, mais j'y suis allé je crois 3 fois au total. La première fois en version Covid d'ailleurs, à huis clos, et puis ensuite avec public. Première fois donc avec les Guingampais. Match à 20h, prise d'antenne aux alentours de 19h45 au stade de la Mosson, France 98, je crois. Oui, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. Et puis les petites pastilles à partir de 18h pour ton arrivée à la Mosson et 19h pour la composition de Sylvain Ripoll et d'un joueur également en bord pelouse. Guingampais, dernière petite annonce aussi, les visites du stade vont reprendre pendant les vacances de février. On a ciblé la semaine où la zone Paris et la zone Bretagne sont en vacances. Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 qui sera probablement le jour de Guingamp-Rodez. Le match n'a pas encore été fixé parce que je crois qu'il y a on attend la Coupe de France pour fixer les matchs, mais il y aura Guingamp-Rodez très vraisemblablement le vendredi 27 et donc il y aura des visites de Roudourou ce jour-là. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos visites sur le site et la billetterie d'En Avant Guingamp. C'est disponible aussi à la boutique Place du Centre. Gaëtan, bon déplacement, allez Guingamp et à très bientôt, à demain. Allez, ça marche, à demain.